Bonjour, bonjour à tous. C'est bientôt les fêtes. Ce soir, c'est les vacances scolaires et on fait notre dernier webinaire de l'année. Ravi de vous retrouver. Ce webinaire, et on en refera un autre en février. L'idée, c'est de faire un échange en live avec des freelances expérimentés et installés et avoir leur propre témoignage. L'idée, c'était de repartir sur tous les webinaires qu'on a fait. On a fait un webinaire sur comment trouver des missions, sur le TJM, sur comment s'installer, sur les statuts, sur comment quitter un CDI. Et bien, toutes ces questions qu'on a traitées ensemble, vous aviez mon avis et des fois le avis de personnes expérimentées. Et bien là, on va le demander à différents freelances. Aujourd'hui, on a 3 personnes avec nous. On a Christophe, qui est en région parisienne, qui va se présenter. On a Amir et on a Richard. Alors, Christophe et Richard, ils travaillent déjà avec nous. Amir, on n'a pas encore cette chance, mais il va vous présenter ce qu'il fait. Et puis, on avait Karim, mais il a un empêchement aujourd'hui. Peut-être qu'il va se joindre durant et on espère. Et sinon, on en refera aussi, je vous disais, un autre. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le côté dans la conversation. Voilà. Mais on va rentrer dans le dur déjà avec les présentations. Première question. Christophe, Amir, Richard, depuis combien de temps es-tu freelance et dans quel métier? Bon, bah, l'idée, c'est que vous puissiez vous présenter un à un. Je vais te passer la parole, Christophe, si tu veux bien. Yes. Donc moi, ça fait, alors vous avez dit expérimenté, mais moi, ça fait que 1 an que je suis freelance. Et donc la transition, puisque ça va être un des sujets du webinar, elle est pour moi assez récente et j'ai plein de choses à raconter, donc ça tombe bien. Et donc je suis Scrum Master. Donc pour ceux qui ne savent pas, Scrum Master, c'est de la gestion de projet informatique. Bien. Amir. Alors moi, je suis freelance depuis début mai, donc c'est assez récent. Alors moi, je suis ingénieur système dans tout ce qui est infrastructure, ingénieur système et DevOps dans tout ce qui est infrastructure et cloud. Donc moi, actuellement, je suis sur une mission d'industrialisation de plateformes pour faire de la simulation réseau pour le spatial. Richard. Moi, je suis freelance depuis un an, une grosse année, après 37 ans dans l'industrie et j'ai aujourd'hui une activité dans l'expertise, tout ce qui est domaine de l'ISO 27001, la DPO, le DPO et l'export contrôle. Voilà, aujourd'hui, je suis sur une mission d'expertise en export contrôle. Très bien. Très bien. Et vous êtes dans différentes régions. Richard, tu es à Toulouse. Christophe, en région parisienne, c'est bien ça? Et Amir, je ne sais pas dans À quelle région tu Toulouse es. également. Tu es en Toulousain. Très bien. Eh bien, on est parti. C'est parti pour les premières questions. On va te passer du coup la parole, Christophe. Quel statut as-tu choisi? Donc, quand tu t'es lancé, tu nous disais il y a un an. Est-ce que tu as changé de statut depuis et pourquoi? Quel futur statut tu pourrais envisager? Alors, ça a été une longue discussion avec mon comptable et je vous conseille d'ailleurs d'avoir un comptable et de ne pas le faire vous-même parce que sinon c'est beaucoup de stress et c'est pas si cher que ça un comptable d'ailleurs. Donc, ça a été une longue discussion avec mon comptable. Moi, je suis donc en travailleur indépendant, en EURL plus spécifiquement. Et, euh, et qu'est-ce que ça change? Ça change toute l'optimisation fiscale à faire. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte, notamment est-ce que vous touchez le chômage, par exemple? Ça, c'est une grande question. Il y a plein de choses, comme par exemple, comment est-ce que vous souhaitez être payé? Donc, il y a plein de questions à se poser et je vous conseille fortement de demander à un professionnel pour vous aiguiller là-dedans. Et là, donc, je suis en EURL. Et je suis en train de réfléchir pour passer en SASU pour des questions d'optimisation fiscale, on va dire. Voilà. Effectivement, en SASU, on va beaucoup plus se payer en dividendes et en EURL, beaucoup plus en rémunération tous les mois. Et ce n'est pas le même système d'optimisation, ce n'est pas non plus la même couverture sociale. Richard, je vais te passer la parole. Je crois que tu es en SASU, toi déjà. Oui, moi j'ai fait une analyse relativement approfondie pendant la période d'avant, donc où effectivement il y a une foison entre guillemets de statuts et de sujets. Ce que j'ai mis moi, c'est alors comme je dis, chaque cas est différent et chaque personne est différente et c'est vraiment prendre le contexte
de chacun pour pouvoir dire c'est telle solution ou telle solution. Voilà. Moi, j'avais regardé, d'abord, j'ai des allocations pour l'emploi, donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Deuxième sujet, c'est la prévoyance. Moi, je cherchais aussi un statut qui me permettait d'avoir une prévoyance. Troisième sujet, c'était un statut qui pouvait me permettre de gérer la notion des frais annexes associés à la fonction et à l'activité. Voilà. Et quand on mélange un peu tout ça, et aussi le fait de pouvoir me rémunérer sur la première période de la première année, vu qu'on est exempt d'une partie de l'ACRE, d'un salaire minima. Salaire minima qui permet effectivement d'avoir un poussé glissé des allocations et d'associer une prévoyance. Voilà. Donc moi, je suis parti sur la solution sans aucune hésitation sur une SASU avec un capital unique. Je me pose la question sur une évolution de ma SASU sur une SAS plutôt que d'être un unique, d'être plutôt un multidirigeant pour des raisons de protection sociale et de, on va dire, pérennité d'entreprise. Ce qui est important, c'est que le SASU unique s'arrête le jour où, où, pour une raison de santé, vous ne pouvez plus faire une activité. La notion de SAS permet de faire continuer une activité sans pour autant avoir affiché. Donc voilà, je rejoins ce que dit Christophe, c'est tout ça, ça ne se fait pas par hasard. On peut lire énormément sur Internet, on peut regarder beaucoup de publications. Il y a un site que je recommande énormément, c'est le site du gouvernement, les gouvernements et l'URSSAF. Ce sont des très beaux sites, très, très accessibles, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et ils sont de très bons conseils. À partir de ces éléments-là, accompagnés par un professionnel dont c'est le métier, dont c'est la pertinence. Voilà, donc c'est Après, effectivement tu as un comme dit avantage, Richard, hein. Tu viens du monde du juridique, tu es aussi, tu as une capacité de comprendre, à je mon suis avis, qui est ingénieur. supérieure à d'autres. Anouk, je ne suis pas juridique à la base. Moi, je suis ingénieur industrie. Donc après, voilà, après, on apprend. Mais il faut effectivement vraiment à l'arrivée, pour finaliser un peu ces grandes défriches que l'on peut se faire soi-même, se faire accompagner parce que un juriste ou un comptable, lui, saura faire au mieux par rapport, et ce que je répète et je dis toujours, c'est l'environnement de chacun qui est différent, qui va amener une réponse peut-être totalement différente. Si on a des charges ou pas des charges. C'est ce que je retiens du coup, c'est que pour vous deux, ça a été ça a été de se renseigner et ça a été discuter de votre cas particulier avec un comptable de bon conseil. Une question que beaucoup se posent, aussi bien Christophe que Richard, là c'est juste 2 chiffres. Combien vous coûte à peu près votre comptable par mois ou par an et combien vous en coûtez vos statuts ou le lancement de la société? Mon statut, moi, j'ai fait un dépôt de garantie de 1 800 €. Après, alors, il y a des comptables avec des solutions qui font des offres de dépôt de statut, des choses comme ça. Je ne veux pas donner de nom, mais ce n'est pas l'objet. Mais il existe des solutions, ça coûte à peu près ça, 300 €. Mais si c'est offert par une offre commerciale, ça revient à 0. Donc, un statut m'a coûté 0. Le fonds de garantie, c'est 1800, enfin, le fonds de capital social, c'est 1 800 €, mais qui est reversé sur la société. Donc, et ce le n'est coût pas du cabinet à peu voilà. près? Et le coût du cabinet, c'est à peu près, sur l'année, on est sur du 2000 €. Voilà, parce que moi, j'y intègre aussi une fiche de Ils paie. font TVA, impôts, déclaration. Tout à fait, voilà. Voilà, donc on est sur Christophe, une. excuse-moi Richard, Pas de souci. on n'a que 45 minutes. Oui, bien sûr. Excuse-moi de t'interrompre, Christophe. Oui, donc moi la création des statuts ont été offerts par l'offre commerciale de mon comptable, qui est aussi un cabinet juridique. Moi, je paye 80 € hors taxe par mois pour la gestion quotidienne. Et pour le bilan fiscal, je rajoute 500 € par an. Ça, c'est ce que je paye. Tu peux les joindre facilement par téléphone, Oui, par tout mail. à fait. Alors, c'est un cabinet. Moi, je ne connais pas d'autres cabinets. Enfin, je n'ai jamais travaillé avec d'autres cabinets de comptables. Mais grosso modo, la gestion quotidienne, c'est moi qui dois la faire. Et ensuite, j'ai un outil, tout à fait. Donc, il y a un site, voilà, tout à fait. Il y a un site web, une sorte de site web de gestion de bancaire, voilà, qui permet de rentrer les notes de frais, de voir son compte, de créer des factures aussi. C'est moi qui crée les factures grâce à l'outil que le site propose. Et ensuite, donc, le comptable, lui, il va finaliser la gestion de la TVA et du bilan fiscal, principalement, c'est ces 2 grandes activités. Très bien. Amir, toi, tu as choisi une autre solution, mais tu es en pleine réflexion. Donc, quel statut as-tu choisi et est-ce que tu prévois de changer?
Alors moi, j'ai choisi le statut de portage salarial pour commencer parce que, je voulais, me consacrer sur mon activité technique, sur mon activité de réseautage en tant que freelance et surtout aussi de découvrir mon marché et dans quelle tendance va vers le marché. Pourquoi? Moi, dans mon métier d'ingé système et de DevOps, on a des ruptures technologiques qui sont de plus en plus rapprochées. Donc maintenant, je dirais même c'est tous les 3 ans. Et donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se fait dans le marché pour mieux m'orienter et quelque part assurer mon avenir. Donc pour moi, tout ce qui était gestion comptable, optimisation fiscale, ça venait dans un second temps. Donc là, je suis en train d'étudier la solution pour passer en SASU. J'ai pas encore acté définitivement. Et pourquoi j'ai choisi du portage salarial aussi au tout départ? Parce que moi, j'ai des contrats de 3 mois renouvelables. Donc au tout départ, je me suis dit d'abord, il faut que je consolide l'activité dans laquelle je suis pour mon client, pour que mon client soit pleinement satisfait, parce que c'est l'objectif qu'il ne faut pas oublier. Et puis après, penser à de l'optimisation fiscale et comment mieux réfléchir sur son avenir financier par rapport à son activité. Voilà. En Mais moi, portage mon cas, salarial, tu peux passer des frais quand même. oui, oui, bien sûr, vous pouvez passer des frais, mais vous ne pouvez pas faire d'optimisation fiscale comme vous pouvez le faire en URL ou en SASU. Donc c'est différent. Vous restez aussi soumis, comment dire, vous restez au statut salarié, donc vous bénéficiez du chômage si demain votre contrat s'arrête. Donc moi, dans une optique quelque part de sécurisation de l'avenir, au départ, j'avais un contrat de 3 mois. J'ai préféré jouer plus sécure et me concentrer sur mon activité technique parce que c'est elle aussi qui détermine si mes contrats sont renouvelés ou pas, avant tout. Voilà. Après, Ça, un c'est la bon première truc des choses. aussi à savoir, c'est que si, par exemple, vous n'êtes pas éligible au chômage au début, vous pouvez commencer à faire du portage salarial et au bout de 6 mois, en fait, vous êtes éligible ensuite à Pôle emploi. C'est exactement ça. Et en plus, vous toucherez une rémunération plus importante en chômage, surtout si vous passez en SASU et que vous bénéficiez de l'ARS ou de l'ACRE, donc ça sera plus conséquent. Moi, ce que je peux conseiller avant tout, c'est de vous concentrer vraiment sur votre activité technique, sur votre marché, sur les missions sur lesquelles vous voulez aller. Et après, l'optimisation fiscale, elle viendra après. Alors que ce soit au bout de 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, ça c'est propre à chacun. Mais sécurisez déjà votre avenir en tant que freelance pour avoir vraiment une vraie crédibilité sur votre marché. Voilà. Ça marche. C'est bien. J'aime bien parce qu'on a 3 visions différentes des choses et dans 3 métiers différents. Christophe, quelque chose à rajouter sur le sujet peut-être? On n'a pas parlé du cas auto-entrepreneur, hein. Tu as raison. Je ne sais pas si quelqu'un qui connaît un peu le sujet, mais Alors, en gros, il y a 4 statuts. Il y a il y a 4 SASU, statuts, je peux en ERL et... parler, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vas-y, J'ai même vas-y. prévu un webinaire en janvier ou février là-dessus. La micro-entreprise. Aujourd'hui, en fait, le statut d'auto-entrepreneur n'existe plus vraiment. Il a fusionné complètement avec la micro-entreprise. La micro-entreprise, en fait, c'est l'EI. C'est la même chose que l'entreprise individuelle, mais c'est juste une variante de l'entreprise individuelle. Si par exemple, vous avez un appartement, vous pouvez le déclarer sur vos impôts. Et si vous avez juste un petit appartement et pas trop de revenus, vous pouvez être éligible au statut du micro-foncier. Ben, c'est un peu pareil pour la micro-entreprise. C'est l'EI avec le statut de micro-entreprise. L'avantage, c'est qu'il y a une gestion simplifiée. Vous n'avez pas besoin de comptable, vous pouvez être autonome. Il y a des limites parce que vous êtes quand même éligible à la CFE. Alors moi, je peux témoigner, ma fille s'est lancée en freelance auto-entrepreneur en janvier dernier. Là, elle doit remplir sa première CFE. Je peux vous dire que c'est pas... Enfin, c'est un grand moment de solitude. Je connais aussi des freelances qui sont passés à la TVA en micro-entreprise. C'est à eux de gérer tout seul. Ils n'ont pas le comptable pour gérer. C'est à eux de faire la déclaration URSSAF. Par contre, la première année, vous n'avez que 11% de charge. C'est-à-dire, alors ma fille, elle est sur des choses très modestes, hein. Elle est étudiante encore, mais elle a 11% de charge sur tout ce qu'elle gagne, qu'elle doit provisionner. Donc, souvent, on pense que la micro-entreprise, c'est plus rapide, c'est plus facile. Ça peut être bien pour commencer, mais franchement, il faut gérer en fait. Et moi, personnellement, moi qui ai une SAS, pardon, c'est plus facile de gérer ma SAS que l'auto-entreprise de ma fille, hein. Parce qu'il faut tout faire soi-même. On a Karim qui est arrivé. Allez, tu peux lui donner la parole du coup. Karim, tu vas pouvoir te présenter, nous dire quel est ton métier et où est-ce que et le statut que tu as choisi en tant que freelance. Est-ce que tu viens donner la parole à Karim? Oui, il faut juste enlever autoriser le micro. Vas-y, autorise le micro, Karim. Tu peux pas le faire pour lui? Si, mais il faut qu'il le fasse. Il faut que tu le fasses aussi de ton côté. Il
faut que tu autorises le micro. Il faut que tu actives le microphone, Karim, sinon tu n'entendras pas. Bon, on va continuer le temps que Karim y arrive. Question suivante. Est-ce que l'un de vous a quitté un CDI pour s'installer freelance? Christophe, Richard, Amir, Karim. Moi, j'ai quitté un CDI, effectivement. Bah, vas-y. Alors, ça a été un peu compliqué parce que j'ai quitté un CDI. En fait, pour la petite histoire, ça faisait longtemps que je voulais me lancer en tant que, en freelance. Très longtemps, mais j'avais jamais eu le courage, entre guillemets, de sauter le pas parce que j'étais dans mon, entre guillemets, dans mon confort et que j'aimais bien mon boulot à ce moment-là, etc. Mhm. Et donc, à un moment, j'ai quitté mon boulot, effectivement, mais c'était pour rejoindre un autre CDI. Quand je l'ai fait, c'était pour un projet personnel pour revenir en région parisienne et pour aller dans un autre CDI. Sauf que quand j'ai rejoint cette entreprise, ça s'est pas du tout bien passé. Donc, je suis resté 3 semaines avec eux. Et c'est là où je me suis retrouvé effectivement sans emploi, etc. Et là, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, on va y aller, on va se lancer en freelance. Ça fait longtemps que je voulais le faire, etc. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, effectivement, quand je me suis lancé en freelance, que c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais, en fait. Mm. Je sais pas si j'ai répondu à la question. As-tu quitté un CDI? Non, Si tu as oui, comment répondu tu à as la fait? Oui, c'est ça. question, tu as répondu. Ouais. Amir, toi, tu étais dans quelle situation quand tu t'es installé freelance? Alors moi, c'était particulier. En fait, je voulais déjà devenir freelance en plein Covid et j'ai eu une bonne opportunité en CDI sur un projet super intéressant dans le spatial avec des technologies innovantes, donc j'y suis allé. Par la suite, j'ai été pris sur un poste à responsabilité technique dans une boîte et en fait, ça l'a pas fait, ça l'a pas du tout fait. Et en fait, ça a été le déclic. Donc pendant ma période d'essai, j'ai prospecté pour me trouver une mission freelance. Et en fait, c'est une RH qui est venue me chercher avec directement une fiche de poste avec un poste super intéressant. J'ai passé un entretien avec un manager, mais qui était un ancien technique. Ça a directement accroché. Pourquoi ça a directement accroché? Parce qu'il cherchait plus une personne, comment il allait résoudre des problèmes techniquement que sur ses compétences techniques actuelles. Et ça s'est fait très vite par la suite. Donc c'était un contrat de 3 mois au départ, même si c'est un projet long, parce qu'ils ont déjà eu des échecs avant avec des prestataires. Et puis finalement, là, je vais être à mon 2, 3, à mon 4e renouvellement. Très bien. Toi, Richard, je crois que tu as vécu la même situation que moi, c'est-à-dire un Ouais. licenciement avant de te lancer. Ça donne un bon En, coup de pied au cul pour y voilà. arriver, non? En fait, notre société américaine avait fermé sa base en France. Elle m'a proposé un poste aux États-Unis, un poste en Belgique. Après avoir voyagé pendant pas mal d'années aux quatre coins, j'ai décidé ça faisait longtemps que j'avais un peu comme Amir et comme Christophe, que j'avais ça dans la tête, parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie. Puis je me suis dit, l'occasion fait le larron. Donc j'ai refusé les deux postes et je me suis mis tranquillement en tant que sur le marché en tant que freelance. Voilà. Mais à aucun moment j'ai hésité. Et pour la parenthèse, depuis cette année, mon client m'a proposé 2 fois une approche de CDI si ça m'intéressait, chose que j'ai refusée. Voilà, pour faire simple. Quand on y goûte, on n'y revient plus. Oui, alors moi c'est pareil aussi, on m'a fait un peu miroiter un CDI, mais je pense qu'en fait ne pas avoir en fait avoir un client et être objectivé sur le résultat est pour moi beaucoup plus valuable qu'avoir un chef et être objectivé sur votre comportement ou si vous rentrez bien dans le moule. Voilà, mais ça c'est ma vision des choses. Alors, je suis d'accord hein, sur le fait que quand on y goûte, ça, c'est un peu compliqué de revenir en CDI. Il faut quand même noter que si vous avez un projet immobilier, être en statut de freelance, c'est compliqué. C'est très compliqué. Le portage salarial, c'est plus simple, si j'ai bien compris. Mais ouais, donc je pense que ça peut être une des raisons, un avantage du CDI, c'est le- la Alors, Après, alors, stabilité il y a ouais. il y a des courtiers. Mon cabinet comptable a des courtiers sur lesquels ils orientent qui sont spécifiquement un peu formés à ça. Après, c'est pas impossible. Alors, mon mari, il n'est pas freelance, mais il a créé son entreprise depuis zéro il y a quelques années. Et on s'est lancé 6 mois après dans un projet immobilier.
Mais en fait, comment on a fait, c'est que voilà, il y avait moi j'étais en CDI. Donc un des deux qui s'est lancé dans le projet était en CDI et ça a rassuré les banques alors qu'ils n'avaient pas les fameux 3 bilans qui étaient nécessaires. Après, c'était il y a plusieurs années, la situation s'est un peu tendue pour obtenir les crédits depuis peu, mais ce n'est pas impossible, c'est surtout, ça dépend en fait de la personne avec qui vous vivez, ça peut aider. Voilà. C'est bon pour Karim? Karim, vas-y, essaye de nous parler. Oui, bonjour à tous. Bonjour à Comment- toi. Pardonnez-moi Du pour coup, le je vais retard. te proposer de te présenter Mhm. du coup de nous dire pourquoi tu es freelance, le statut que tu as choisi, si tu as quitté un CDI. Vas-y, je te donne la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Karim Amadou. Donc, comme Richard, je suis un export contrôle spécialiste. J'ai monté mon entreprise en septembre 2021, après avoir quitté un CDI chez Collins Aerospace Systems à Paris. Donc, j'étais contacté initialement par Johanna, qui est venue me proposer une offre pour Airbus, que j'ai décliné initialement. En CDI ou en Exactement. prestation? En CDI, en CDI. La D'accord. première offre qui m'a été faite, elle a été faite en CDI. Je l'ai déclinée parce qu'elle ne correspondait pas. Enfin, et le client m'a proposé lui-même de me passer en freelance. Donc, c'était vraiment à l'initiative de Réseautech et du client que cette proposition a été faite. À titre personnel, c'était un statut auquel je n'avais jamais pensé. Et je n'avais jamais pensé que, compte tenu de ma formation et de l'exercice de mon activité, que cette activité-là, elle était, on va dire, freelançable, si on peut se dire. Étant donné que c'est du Pourquoi tu as juridique, fonction refusé le support, CDI mais accepté la mission sur le même sujet? tarif, question de coût, hein, Ah oui, question de... Oui. le tarif de rémunération, tout simplement. Et quel statut tu as choisi du coup? Une SASU. Et tu nous disais que tu avais quitté un CDI en région parisienne pour venir à Toulouse. Ah oui, ça. non, tu nous as dit, tu n'as pas quitté un CDI pour être freelance, c'est parce qu'on t'a proposé en fait le contexte. Exactement, exactement. Est-ce que tu reviendrais en arrière maintenant? Est-ce que tu y as pris goût? Oui, oui. Et comme j'ai aussi l'ambition de créer une start-up dans la fintech, c'est un autre sujet. Donc l'entrepreneuriat m'anime fondamentalement. Et je sais que je pense que l'expérience freelance actuelle, je la vois faire encore 2-3 ans maximum avant de me lancer vraiment dans ma passion. Ah ben, c'est un sujet de webinaire qu'on va traiter début mars, je crois. On a prévu ça. Justement, est-ce que s'installer freelance, c'est une bonne façon et un bon step pour créer sa startup? On va parler de 2 façons originales de créer une startup. La première étant de s'installer freelance et la deuxième étant de s'associer à une startup existante. Et on parlera de ces 2 façons. Et effectivement, ça peut être un bon tremplin. Est-ce que tu peux nous dire combien ça t'a coûté de faire les statuts de la société et combien te coûte ton cabinet comptable à peu près? Le cabinet comptable, c'est une fourchette de 2 000 euros par an en moyenne. On est sur, je pense, 115 euros mensuels et effectivement 500 euros de bilan comptable. Et concernant les frais liés au statut, je dirais 600 euros, je pense. D'accord. Est-ce qu'il t'accompagne avec un outil? Christophe nous parlait tout à l'heure, son comptable lui fournissait un outil, il pouvait faire son rapprochement bancaire, ses factures, ses devis. Exactement, il y a une parfaite autonomie sur la gestion des factures, des notes de frais. Enfin, sur cette gestion comptable, il y a une autonomie. Et ensuite, il y a des bilans qui sont réalisés en fin d'année. Après, bon, je pense que l'intérêt de ce type de solution, c'est plus de ce type de cabinet, je dirais, ce type personnel de mon expérience, c'est l'outil. Mais il ne faut pas s'attendre vraiment après une expertise comptable fabuleuse, hein. On est sur une offre comptable basique. Donc, s'il y a des volontés d'optimisation fiscale, je pense que là, il faudrait plutôt s'orienter vers un cabinet, on va dire, plus traditionnel. D'accord, d'accord. Oui, je pense que vous êtes, nous on est Réseautech, on est à Number. Je pense que vous êtes, Richard et toi, vous êtes sur Number peut-être. Christophe aussi? Oui. Okay. Oui. Après, il ne faut pas confondre un fiscaliste et un comptable. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Donc, il y a souvent un amalgame. J'ai posé des questions un peu complexes à mon comptable. Ils m'ont orienté vers un avocat fiscaliste. Voilà, je crois qu'il y a une grosse erreur qui se commet au départ quand on commence à avoir du chiffre d'affaires. On vise l'optimisation, on vise un certain nombre d'éléments pour dire comment payer moins d'impôts, comment optimiser au mieux. Bon, là, le comptable possède des compétences, je suis d'accord. À un certain seuil, c'est ce qu'on arrive tous à découvrir à un moment donné, c'est la limite et qu'il faut basculer sur un fiscaliste qui, lui, va vraiment se mettre à plat. Et effectivement, on a fait chez Number une session, un after work. Et là, j'ai eu un contact par le réseau de ce Number, une fiscaliste, une personne que je suis en train de regarder, de regarder un contact, qui, elle, effectivement,
c'est son expertise, mais elle prend la globalité, c'est-à-dire elle va prendre l'entreprise, le patrimoine personnel, et on va regarder effectivement la fiscalité dans sa globalité. C'est un peu la différence, c'est un peu l'amalgame qu'on fait. Voilà. Très bien, merci pour ce point. Christophe, toi, tu parlais aussi d'optimisation. Tu disais que tu allais changer de statut par rapport à ça. Donc, tu es aussi dans ces réflexions-là. Tu es suffisamment accompagné par le cabinet ou tu es allé voir aussi ailleurs? Non, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Je pense que il y a une certaine limite dans l'accompagnement et dans l'optimisation fiscale et il est pas cher, il est vraiment pas cher, il est très bien d'ailleurs. Moi, je le conseille, hein, ce Number. Moi, je les Mais utilise c'est vrai toujours, que hein. moi aussi, hein, moi aussi. Hein. Non, moi, j'aime bien travailler avec eux. Mais c'est vrai que on- voilà, il faut se faire accompagner davantage si on veut vraiment optimiser. Bon, je pense pas que je sois à ce niveau encore de besoin. Après, mon mari, il a une société beaucoup plus classique. Il a un magasin, il a un cabinet comptable extrêmement classique. Bon, déjà, je vais vous dire, il paye beaucoup plus que nous. Il paye beaucoup plus que ce que vous avez cité, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont pas l'outil informatisé qui fait le rapprochement bancaire. Donc, je vous assure, il donne ses liasses de papier tous les mois au comptable. Ouais, je crois que ce qui est important, c'est de voir la dématérialisation. C'est-à-dire que c'est un outil dématérialisé, c'est-à-dire c'est du temps réel dématérialisé. Et ça, en termes, comme disait Mal. Christophe, en termes de perte de temps, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une gestion d'entreprise, c'est aussi une énergie. Elle n'est pas gratuite par rapport au CDI. Le CDI, c'est un peu l'expression que je dis toujours. Pendant un certain temps, on est dans un bus, on ne conduit pas. Quand on est dans un CDI, quand on est en freelance, on conduit le bus avec tout ce qu'il faut faire, l'entretien du bus en même temps. C'est un peu la même image. Donc, effectivement, Number a cette solution d'avoir un outil dématérialisé. Donc, tout ce qu'on fait, c'est du numériser, c'est un workflow, il n'y a aucune communication, très peu de contact visuel ou contact par rapport à ces gens-là. Par contre, tout est géré, c'est du temps réel. Et ça n'a pas de valeur quelque part sur la gestion du freelance. Je vais redonner la parole à Amir sur la partie portage salarial. Je voulais donner la parole à Amir pour dire que quand on est en portage salarial, on reste aussi un vrai freelance, c'est-à-dire qu'on doit gérer et prendre ses décisions. Est-ce qu'il t'accompagne bien sur la partie frais administratifs, la rémunération que tu veux te donner? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors moi actuellement je suis avec une boîte de freelance qui s'appelle Deci Portage à Toulouse. Alors pourquoi je les ai choisis? Parce que On les connaît bien euh, aussi. voilà, parce que déjà moi je suivais plusieurs de leurs webinaires qu'ils animaient avant que je devienne freelance, qui m'ont inspiré confiance. Donc je pense que peu importe le statut que vous allez choisir, il faut que la personne avec qui va gérer votre comptabilité, vos frais ou autre, il faut que vous vous sentiez en confiance. Et moi, ça se passe super bien. Ils sont très réactifs. Ils essayent toujours de vous arranger. Ils sont toujours là pour répondre à vos questions. Donc, je pense que si vous faites du partage salarial, vous avez toujours des frais de commission qui sont situés à entre 2 et 10%. Alors, il faut se méfier sur le pourcentage. Si vous êtes à 2% ou 4%, il y a toujours des frais cachés derrière et vous allez être un peu derrière quand vous allez contacter quelqu'un de la société. C'est limite, vous allez être derrière un bot ou quelqu'un qui n'est pas en France ou peut-être pire. Donc, je pense que c'est important d'être avec des gens qui maîtrisent leur métier, qui savent comment ça se passe et qui sont là aussi pour vous accompagner et pour vous aider. Voilà. Donc, il ne faut pas forcément regarder juste le pourcentage de commission qu'ils prennent, mais aussi la relation que vous allez avoir avec avant et pendant. Voilà. C'est mon conseil. Après, en portage salarial, il y a des optimisations aussi qu'ils peuvent faire par rapport au titre restaurant, par rapport à différents Alors, avantages comme ça. en portage salarial, vous pouvez passer en frais 15% de votre chiffre d'affaires hors taxe par mois. Donc, par exemple, si vous avez un TGM à 500 euros que vous faites 20 jours par mois, vous pouvez passer 1500 euros de frais en formation. Vous pouvez avoir des tickets resto, également en déplacement. Vous pouvez acheter du matériel informatique en respectant les règles de l'URSSAF. Vous pouvez vous payer des formations via un mentor ou via des plateformes ou autres. Donc voilà, tout ça, ça vous donne beaucoup plus de liberté en freelance. Souvent, j'entends qu'on me dit, quand vous êtes en salarié, vous pouvez bénéficier de formations. Alors oui et non. Vous allez bénéficier de formations en tant que salarié si ça rentre dans le plan stratégique de l'entreprise ou que ça satisfait vos clients. Alors qu'en freelance, vous allez vraiment pouvoir construire votre carrière et savoir vers quoi vous allez vous diriger techniquement ou vers quoi vous voulez un peu vous diriger en termes de compétences. Voilà. Et ça fait toute la différence, surtout quand vous vous présentez pour une nouvelle mission, vous n'avez pas forcément les compétences, mais vous avez suivi une formation, voire vous avez une certification. C'est un gage de crédibilité et de confiance que vous apportez en plus.
Ce qui est intéressant de citer aussi, c'est que du coup, quand on est en portage salarial, on n'a pas la CFE à payer, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, on paye son impôt voilà, classique par rapport à ses rémunérations. Comme tu le dis, il y a des frais, et effectivement, tu l'as tout à fait dit, il ne faut pas tomber dans ce fameux piège qui est, si vous contactez une société de portage, demandez-leur une simulation réelle par rapport à votre TJM sur 20 jours, et demandez-leur aux autres. Et vous allez être très surpris que ceux qui vous affichent 2% et ceux qui vous affichent 5 ou 6%, ils peuvent tomber quasiment à 10 euros près sur le même salaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des frais cachés dans celui à 2%, petit 1. Et petit 2, n'hésitez pas aussi à négocier. Tout est négociable. Pour Tout à fait. Et alors, 2e-Portage et Number qu'on a cité, nous, on fait des webinaires avec eux. On fait aussi un webinaire avec Embarque, nos sociétés de portage salarial. On en a fait un il n'y a pas longtemps avec 2i. On va en faire un avec Embarque. Voilà, avec différentes sociétés, avec différents modèles, mais qui ont à chaque fois des outils, en tout cas informatiques, qui sont bien dans l'accompagnement. On continue sur les questions. Question suivante. On va parler TJM. Tu avais un petit peu commencé, Amir. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner votre TJM, mais la question, si vous le donnez, si vous voulez, c'est comment vous le fixez, comment vous l'avez fixé quand vous avez commencé. Est-ce qu'il a varié depuis qu'il a commencé? Est-ce que vous avez accepté des missions à des TJM plus bas, un peu comme les avocats qui font du pro bono? Voilà. Qui veut prendre la parole en premier? Je commence, je pense. Allez. Comment j'ai fixé mon TGM? Alors aujourd'hui, mon TGM est à 500 euros par jour. Comment je l'ai fixé? Je l'ai fixé en me renseignant sur les prix du marché qui sont appliqués dans ma région et en fonction du secteur d'activité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est en fonction de ce qu'on attendait sur le job. Donc, plus on vous demande des choses que vous ne savez pas faire, mais ça, c'est mon avis à moi, plus vous pouvez un peu monter le TJM. Pourquoi? Parce que, en fait, même si vous n'avez pas ces compétences techniques, mais vous avez, vous avez un bon background sur comment aborder les problèmes, vous allez pouvoir monter un peu votre TJM parce que ce qu'on achète, c'est pas votre compétence technique sur le moment, c'est votre capacité à apprendre et à résoudre des problèmes et à séquencer un projet. Donc ça, c'est hyper important à mon sens. Est-ce qu'il a varié depuis que tu as commencé? Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce qu'il fallait surtout créer une relation de confiance par rapport aux produits que je délivrais et les démos qu'on faisait aux clients. Il est possible qu'il évolue dans la suite. Ça fait l'objet de négociations. Il ne faut pas l'annoncer, à mon sens, mais ce n'est que mon cas. Il ne faut pas prendre le client un peu en porte-à-faux en vous disant que voilà, vous maîtrisez un certain scope de compétences et vous êtes les seuls à les maîtriser sur la mission dans laquelle vous êtes. Donc, vous augmentez vous lui faites un peu du chantage et vous augmentez votre TGM. Ça, attention, ça, c'est du mercenariat. Ça peut être très mal vu et c'est pas bon aussi pour si vous voulez vous faire recommander par la suite sur d'autres missions. Donc, je pense qu'avant tout, il faut toujours rester dans une démarche commerciale où vous négociez et il faut que tout le monde soit gagnant. Voilà. Richard, Karim, Christophe, qui veut prendre la parole? Rapidement, donc mon TGM aujourd'hui, je suis à 500 euros. Comment je l'ai calculé? En fait, je suis parti de mon besoin, c'est-à-dire que je me suis mis, j'ai mis mes charges, j'ai mis ce que j'avais, j'ai défini un potentiel TGM. 3 typologies de TGM en ce qui me concerne. TGM pour les structures assez importantes, structures moyennes et structures, je dirais, petites structures. Parce que dans ma fonction en tant que DPO, je suis aussi en contact avec des collectivités locales ou des toutes petites entreprises de 1-2 personnes, parce qu'il y a une obligation de ce sujet-là et je les accompagne. Donc un TGM d'une structure un peu élevée ne sera pas le même qu'un TGM d'une structure. Donc c'est quelque chose de très adaptatif et très évolutif en fonction, du marché, de la localisation. Moi, je suis basé sur le Gers. On ne parle pas du tout de la même TGM dans le Gers que dans la Haute-Garonne. Le marché de la Haute-Garonne est beaucoup plus agressif qu'il n'est dans le Gers et les moyens financiers de la Haute-Garonne sont différents dans le Gers. Donc, toujours prendre en compte le contexte et la mission. Est-ce qu'il évolue? Je reviens comme Christophe. Aujourd'hui, il est inimaginable de faire un forcing auprès d'un client en disant voilà, moi je viens de travailler cette année, maintenant c'est ça ou plus rien. Ça ne marche pas. Mais il a évolué ton TJM depuis le Ah, démarrage bien de ta sûr, mission. tout à fait. Moi, je veux dire, j'arrive là. On a mis un TGM avec un client au départ, qui était le TGM qu'il me proposait. Comme je dis, je n'ai pas cherché à discuter, je n'ai pas cherché à négocier. Aujourd'hui, le client me l'a revalorisé à peu près de 12%. Ça n'a rien demandé. Pourquoi? Parce qu'il était content. On a entériné encore plus ses projets, on a apporté des réponses et on lui a mis de la valeur. En tant qu'expertise de réseau tech sur ces projets-là, on a amené de la valeur et surtout, on lui a amené des éléments qui ne se posaient même pas comme question et on a pérennisé. C'est-à-dire que vers le client final,
on a pérennisé une activité de plus en plus solide. Et là, le client, lui, il est tout content. Et par nature, il ne veut pas vous perdre. Et par nature, il va augmenter votre TGM. En fait, ça se passe comme ça, tout bêtement. C'est-à-dire que s'il a le sentiment d'avoir quelque chose qui va continuer à lui faire que du bénéfice, il va vous augmenter naturellement, sans rien faire. Après, jusqu'à un certain seuil, bien entendu. Voilà. Donc, moi, mon TGM, comment il a été fixé? Il évolue parce qu'effectivement, comme dit Christophe, comme dit Amir et Karim, c'est qu'on apporte de la valeur, on apporte des réponses. On n'apporte pas, je dirais, juste une simple solution. Et c'est par ces éléments-là que lui, il nous fait monter. Christophe, Oui. tu veux nous dire? Alors, mon TJM, ça a été aussi un grand sujet quand j'ai commencé. Moi, je connaissais personne en tant que freelance quand j'ai commencé. Enfin, j'avais pas de contact. Et donc, j'essaie de me baser sur ce que je trouvais sur Internet, quoi. Donc, je regardais un petit peu ce que les personnes qui avaient un poste similaire au mien pouvaient toucher. Et sur Internet, en fait, on trouve tout et n'importe quoi, hein. Donc, on trouve du 300 euros, on trouve du 1000 euros, on trouve, enfin, c'est quand même très, très, très compliqué. Du coup, quand j'ai commencé à rechercher un premier client, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'entretiens. C'est à ce moment-là où j'ai essayé un peu de tâtonner le terrain en essayant différents TJM pour voir quelle est la réaction en fait des clients finaux face à ce TJM. Et je suis tombé sur un 525 euros, c'est mon TJM actuel, qui est, qui est un prix qui est raisonnable. Et en même temps, je voulais aussi un prix qui soit pas bloquant pour mon premier client, puisque là, c'est effectivement mon premier client. Et jusque-là, ça se passe encore bien avec eux. Mais c'est très compliqué, je suis d'accord avec vous, si vous n'avez pas de contact, de trouver un bon niveau de TGM. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. Mais bon, moi, je suis content de ce TGM, en tout cas de cette rémunération aujourd'hui. Mais on est en train, avec Anouk, là, on est en train moi, je travaille avec Réseautech, hein, Négociation en cours. et on a une négociation en cours pour Le augmenter. principe de la revalorisation a été acté, d'ailleurs. On ne sait pas encore combien, le chiffre, on ne l'a pas, mais le principe a été acté. Ouais. Donc on est en train et donc je ne sais plus qui parlait de ne pas faire de forcing. Alors moi j'ai pas demandé à mon client final, moi je suis passé par Anouk et par Johanna pour demander, donc je préfère les laisser faire cette négociation. Et voilà, je crois que j'ai répondu à vos questions. Et oui, non, c'est un truc que je veux dire, c'est 525 euros, c'est ce que moi je facture à Réseautech du coup. Qui, du coup, Réseautech refacture par-dessus mon client final avec une petite marge supplémentaire. Tout à fait. Nous faisons un markup là-dessus. Après, nous, on n'est pas une ESN, on ne fait pas des markups extrêmement élevés, on est spécialisé dans le freelancing. Et surtout, nous garantissons le paiement. Voilà. Ah oui, C'est-à-dire, c'est le ça, oui. recouvrement, c'est notre problème. Et les clients payent, en plus, le type de clients sur lesquels vous êtes tous, là, sont des clients qui payent à 60 jours, mais enfin, ils ne payent pas à 60 jours, hein. Ils payent à 60 jours après qu'on a un bon de commande, ils payent en réalité à 70, et puis le bon de commande, des fois, ils nous le regrettent, comme on dit. Oui, Il est j'ai un petit oublié de peu le difficile à mentionner, mais obtenir. effectivement, Réseautech paye assez rapidement, sous 30 jours. Ça, c'est assez agréable. 28 Sans même, faute. 28, je 28, sais. 28, pardon. 28. Mais effectivement, alors après aussi un autre élément dont vous n'avez pas parlé, c'est la visibilité de la mission. C'est que si vous avez une mission, je suppose, si on vous dit, il n'y en a que pour 2 mois, vous allez peut-être demander un TGM plus élevé que si on vous dit, là, vous êtes garanti sur l'année, vous allez facturer 220 jours minimum sur l'année. Donc, vous avez vite quand même un chiffre d'affaires assez conséquent qui peut sortir. Est-ce que c'est un paramètre que vous regardez? Moi, non. Ok. Alors moi, je me suis fixé directement de choisir des missions longues et à temps plein, parce qu'il y a aussi ce paramètre. Donc, je ne me suis pas posé la question. D'accord. Karim, on lui a donné la parole sur le TGM ou pas encore? Je pense pas. Karim, c'est à toi. Concernant mon TJM, ça s'est passé comment? J'ai eu le choix plutôt entre 2 missions qui m'ont été proposées. Et il s'avère celle que j'ai choisie correspond à mon TJM actuel et au plus haut TJM qui est 500. Toutefois, je pense que le contexte dans lequel moi j'évolue, qui est concernant l'export contrôle, il me semble que c'est un contexte tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'il y a une situation à Toulouse qui fait qu'il y a un besoin assez important d'un client sur une expertise particulière, parce qu'on est quand même une fonction support, hein, l'export contrôle, c'est du juridique. Et moi, c'est la première expérience que j'ai, c'est le seul client que j'ai eu. La question que je me pose, c'est quid de la contexte
de travail similaires, hormis ce client-là. Donc, sur la définition du TGM, moi, je prendrai en compte la longueur de la mission, effectivement, et le fait qu'elle soit à temps plein. Et je ne sais pas aussi qu'est-ce que c'est que le partage salarial exactement, mais je trouve aussi que là, vraiment, des avantages que je trouve avec Réseautech, c'est qu'ils nous permettent de nous concentrer sur notre mission. C'est-à-dire que tout le relationnel avec le client est géré, la reconduction des missions. Il y a un vrai relationnel, tout comme pour ma part avec Johanna tout en particulier, hein, il y a un vrai relationnel qui est fait avec le client, tous qui sont en confiance, et ce qui fait que j'ai une certaine sérénité quand je travaille parce que je sais que bon, euh, les missions, la nature des missions, leur longueur, c'est géré, quoi. Ça, c'est vraiment un vrai plus, je tiens à le souligner. Et nous faisons le contractuel. C'est-à-dire que vous avez tous, autant que vous êtes, vous avez un contrat de notre part avec des conditions, etc. Et ça vous permet aussi de savoir dans quel contexte vous êtes. C'est important parce qu'il y a des fois des sociétés qui prennent des freelances et qui ne contractualisent pas du tout. Et le freelance, voilà, il balance sa facture à la fin du mois et il n'est pas sûr d'être payé. Donc d'ailleurs, j'en connais qui n'ont pas été payés. Parce que le contrat n'a pas été suffisamment bétonné à l'avance. Et puis tous les cas qui peuvent arriver de force majeure, s'il y a trop de neige, si l'entreprise ferme complètement parce qu'il y a un problème électrique, si elle prend feu, voilà, toutes les conditions, la façon dont on peut résilier, tout ça sont posées, ce qui peut être intéressant en tout cas d'en discuter. Et c'est vrai que des fois, quand on s'installe freelance, moi, souvent, les freelances me demandent est-ce que vous avez un modèle de contrat? Alors, moi, j'ai le mien, mais c'est très difficile à trouver en ligne, en fait. Question suivante. Et je transmets à Johanna. Elle est passée nous voir ce midi au bureau. Je lui passerai vos félicitations. Comment est-ce que vous avez trouvé votre première mission et comment est-ce que vous trouvez les autres depuis? Alors, pour ceux qui en ont trouvé plus qu'une. Christophe, tu disais comment tu as trouvé ta mission? C'est nous qui t'avions contacté, peut-être? Oui, alors moi j'ai commencé à mettre mon CV un peu partout sur les plateformes en ligne, tout d'abord. Le seul qui a vraiment bien marché, c'est Freelance Info. Alors, je crois que ça a changé de nom, je crois, entre-temps, mais C'est Turnover IT derrière, je crois, pour les ouais, je recruteurs. crois. Et donc, en fait, j'avais posté effectivement mon CV sur ce site. Et c'est là où j'ai effectivement été contacté par un certain nombre de, de sociétés de recrutement, notamment très peu de clients finaux qui m'ont contacté, beaucoup de sociétés de recrutement. Et c'est comme ça, après, que petit à petit, il y a effectivement Johanna qui m'a contacté. Et Johanna, c'était la seule qui m'avait vraiment trouvé une mission qui correspondait vraiment à mon profil. Parce que, Tu alors, faut voulais savoir que faire. sur Freelance Ouais. Info, faut savoir que vous allez recevoir beaucoup d'appels, beaucoup, hein. Mais des fois, ils vous proposent des missions. Enfin, des fois, c'est un peu n'importe quoi, hein. Donc, euh, mais ouais, donc effectivement, C'est Johanna, payant ou c'est gratuit de s'inscrire sur cette plateforme? c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Mais tu Et es à la donc, merci d'avoir des contacts fantaisistes. voilà, exactement. Bon, ils proposent n'importe quoi. Et puis, mais donc, des fois, donc, effectivement, sur 10 appels que vous pouvez recevoir, il y en a peut-être un ou deux qui sont vraiment intéressants. Et c'est là où il faut creuser. Ouais. Mais c'est un job, hein, de trouver une mission. Moi, ça m'a pris peut-être 2 semaines, peut-être pour trouver ma première mission à C'était temps plein, hein. rapide Donc, quand même. passer des entretiens, beaucoup de téléphones, écrire mon profil de compétences aussi, parce que moi, j'avais qu'un CV. Donc, mais ça m'a pris ouais, un bon 2 semaines. Mais oui, je suis d'accord, ça a été assez rapide, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je trouvais ça trop long, mais on m'a dit que c'était assez rapide. On a prévu un webinaire avec Karim Belhamri le 17 février, c'est ça? Et Karim, c'est un ancien freelance en France et en Angleterre. Et lui, sa spécialité, c'est d'accompagner des personnes ingénieurs très seniors comme vous à s'installer freelance et à trouver leur mission. Et donc, c'est le réseau et il explique comment on va trouver les missions. Donc, on va l'interviewer bientôt et il nous donnera ses tuyaux. Je vous invite à y aller peut-être pour la suite. Richard, comment tu as trouvé ta mission? Alors, moi, ma première mission, elle a été faite au départ. J'ai posté deux CV sur LinkedIn, pour pas le nommer, Mhm. avec mes expertises potentielles. Et puis, j'ai eu Johanna qui m'a contacté bien longtemps avant, c'est-à-dire 8-9 mois avant même que je sois sur le marché. Et puis, elle a été persévérante, c'est-à-dire qu'elle a su m'identifier un client, m'apporter les réponses et les sujets qui me plaisaient, parce que, comme je dis, une mission, c'est aussi prendre du plaisir. C'est pas juste une nécessité.
Et je me Elle a suis- trouvé une mission aussi qui pouvait attendre que tu sois disponible, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, elle a discuté avec le client, elle a présenté mon profil. Le client était très pressé, donc moi, je n'étais pas disponible. Donc, elle a su faire, et c'est là où je remercie énormément Johanna, arriver à tempérer un peu tout ça, en disant entre le besoin et l'attente, on a synchronisé. On a fait les premiers entretiens 6-7 mois avant même le début de la mission. Ça s'est très bien passé avec le client. Et puis voilà, quoi. Donc, la première mission s'est fait comme ça. Et puis ça s'enchaîne sans même trop forcer, comme on dit. La partie principe, comme dit Karim aussi, on est dans des cibles, dans des niches bien particulières. C'est aussi ce qui fait que derrière, la partie principe, on est dans une niche particulière sur le freelancing, les choses vont plus ou moins facilement se font. Chacun de vous a vraiment une expertise aussi. Pour ça, pourquoi je disais freelance expérimenté? Vous n'êtes pas forcément expérimenté dans le fait d'être freelance depuis de très nombreuses années, mais vous êtes expérimenté techniquement et vous avez à chacun une expertise pointue, en fait, qui fait que vous êtes recherché, contacté pour ça. Amir, peut-être que tu veux raconter comment tu as trouvé ta mission? Alors moi, ma mission, j'ai prospecté, j'ai eu quelques contacts, où ils cherchaient sans vraiment chercher. Moi, on est venu me Tu as chercher en fait prospecté? Tu as prospecté sur quel support et comment? Auprès de sur gens de ton LinkedIn. réseau? Oui, voilà, en fait, il y a des gens de mon réseau, je regarde leurs relations et je vois qui sont les RH et je les contacte et aussi les personnes qui me contactent parce que moi, dans le milieu de la tech, je suis à peu près, sollicité, 5 au moins 5 fois par semaine, on va dire. Donc moi, ça s'est fait vraiment, je dirais pas par hasard, on est venu me chercher, ils avaient un besoin, qui était très intéressant à mes yeux. Maintenant, comment trouves-tu les autres depuis? Alors pour l'instant, j'ai pas encore cherché. C'est pas que j'ai pas encore cherché, c'est que je suis souvent contacté par des RH ou par, d'autres décisionnaires sur des projets techniques. Moi, ce que je conseille en fait, c'est de toujours faire l'entretien, d'apprendre à vous connaître, de voir ce qu'ils ont à proposer. Pourquoi? Parce que même s'ils ont quelque chose et que vous n'êtes pas dispo ou qu'ils ont rien et que vous êtes dispo, ça permet déjà de faire un premier contact, de voir qui vous êtes, comment vous travaillez, ce que vous voulez faire, et cetera. Je pense que encore plus que dans le milieu de salarié, surtout dans le milieu du freelancing, il y a les compétences techniques, c'est hyper important. Si vous êtes très bon techniquement, c'est très bien important. Par contre, les soft skills, c'est ce qui fera tout. Ce qu'on attend de vous en tant que freelance et notamment, ce qu'ils n'ont pas, dans leur vivier de salariés, c'est quelqu'un qui va venir et qui va dire comment il faut faire les choses et dans quel séquencement et pourquoi il faut les faire et qu'est-ce qu'on priorise et qu'est-ce qu'on ne priorise pas. C'est ça votre vraie plus-value. La technique, c'est une chose, mais si vous avez énormément de technique, mais que ce n'est pas, valuable sur votre projet, ça ne sert à rien. De même commercialement, vous pouvez avoir le meilleur produit technique du monde, si vous ne savez pas le vendre, ça ne servira à rien. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que déjà, votre réseau, il faut un peu, un minimum entretenir. Les RH, il ne faut pas les ghoster parce que eux aussi, comme vous, ils ont ils sont un peu soumis à pression, ils doivent faire tant de recrutement ou de tant de prospection par mois. Il faut apprendre à voir qu'est-ce qu'ils ont, à se connaître, faire du réseautage et surtout savoir qu'est-ce qu'ils ont eux dans leur vivier, quels sont leurs besoins en ce moment même. Pourquoi? Parce que si vous les aidez, par exemple, en leur conseillant un collègue de votre réseau qui soit CDI ou freelance, et ben, en fait, vous resterez un peu dans votre tête parce que vous les avez aidés à faire du business. J'ai Et amené une donc vous, solution. demain, ils vous aideront aussi à vous trouver votre mission ou peut-être à vous mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait potentiellement avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc les plateformes de freelancing sont une chose. Moi, je les connais pas, je suis pas inscrit dessus. Je pense que le plus important, c'est de vous faire connaître, c'est de faire du bon boulot, c'est d'avoir des recommandations sur LinkedIn. Ça, c'est hyper important parce que c'est un peu de votre vitrine commerciale. Et surtout, quand on vient vous chercher, même s'ils ont pas, s'ils ont des missions, ou même s'ils en ont pas, c'est surtout de faire des entretiens, apprendre à vous connaître, parce que si vous êtes très bon techniquement, mais que vous êtes imbuvable, bah, personne ne voudra travailler avec vous. Donc restez toujours humble, voyez qu'est-ce qu'ils recherchent et quelle plus-value vous pouvez apporter, justement à ces recruteurs et aux futures missions. C'est ça qui fera vraiment la différence. Voilà. Ah ben, c'est excellent. Tu viens de faire un des prochains webinaires qu'on a prévus où on explique qu'il faut répondre aux sollicitations de manière extrêmement professionnelle parce qu'une sollicitation, c'est l'occasion de rencontrer un prospect gratuitement.
Et c'est pas parce que ça va pas se faire cette fois-ci que ça se fera pas dans le futur. Moi, il y a Exactement. des freelances que je connais depuis 2017. Depuis 2017, je sais ce qu'ils veulent, on évolue, ils ont évolué. Et le jour où j'ai pile poil la mission qui, pour eux, je les appelle, ils sont dispo, ils le sont pas. Mais le jour où ils sont dispo, c'est bingo. Et je sais que je suis aussi dans le réseau de certains. Il y en a, dès qu'ils sont disponibles dans un mois, première chose qu'ils font, c'est qu'ils contactent différentes personnes de leur réseau. Ils disent, je suis disponible dans un mois, si tu as quelque chose pour moi. Mais comme on se connaît déjà, qu'on connaît la relation, qu'on l'a tissée, qu'on a déjà eu des entretiens, comme tu dis, je connais leurs soft skills, je connais leur personnalité, je sais ce qu'ils ont envie de faire aussi, eh bien, on va pouvoir avancer là-dessus. Très bon exactement point, ça. Amir. Karim, est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé donc ta mission? Tu l'as raconté déjà un petit peu tout à l'heure, mais on va revenir dessus plus spécifiquement. Comment j'ai trouvé ma mission? Je pense que c'était via mon profil LinkedIn. J'avais dû certainement mettre sur mon profil que j'étais open to work. Et c'était suite à cela que j'ai eu un contact par Johanna. Moi, c'est tout à fait particulier parce que je ne m'intéressais vraiment pas au monde du freelancing et je n'étais pas spécialement en recherche Enfin, c'était plus par curiosité pour voir qu'est-ce que je valais sur le marché que je m'étais mis en open to work. Et il s'avère que j'ai eu un rôle tout à fait passif dans la recherche de la mission parce que vraiment, on me l'a proposé. Enfin, ils sont venus avec 2 missions même, une mission classement et une mission procédure. Ma foi, j'avais envie de sortir un petit peu de l'opérationnel dans mon activité précédente, raison pour laquelle j'ai choisi la mission procédure. Et vraiment, enfin, je suis rentré dans... La chance que j'ai eue, c'est aussi d'avoir un client qui est vraiment très ouvert, très simple et qui est réactif et qui est en demande de propositions. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des cas de figure où vous avez certes une mission, mais vous ne sentez pas la plus-value de votre mission. Elle ne s'inscrit pas dans une organisation plus large, elle ne trouve pas sa cohérence. Et ça peut être un petit peu déstabilisant. Et vraiment, quand ça se passe aussi bien, ma foi, c'est tout à fait agréable. Mais vraiment, je pense pas être très représentatif du monde du freelancing, parce que moi, c'est tout à fait particulier. Comment c'est Mais je pense que chacun, en fait, est très particulier. Il y en avait d'autres auxquels j'avais pensé, qui sont dans l'électronique, qui ont une sorte de petit bureau d'études à la maison et qui trouvent également l'émission de manière encore plus différente. C'est intéressant d'avoir en fait le témoignage parce que je crois qu'il n'y a que des cas particuliers. Vous avez tous parlé, on va arriver sur la dernière slide, Rémi. Je crois que c'est le conseil, la dernière slide, voilà. C'est quel conseil vous donneriez à un autre freelance qui se lance aujourd'hui dans votre métier ou quel conseil vous auriez aimé avoir? Mais aussi, il y a quelque chose que j'ai entendu dont vous avez tous beaucoup parlé, c'est le partenariat et la confiance aussi qui s'établit entre vous et le client, la notion de service, le partenariat aussi à la confiance qui s'inscrit avec un tiers. Alors moi, souvent, je dis, il faut vraiment que vous considériez que la société ou le SN ou peu importe qui est entre vous et le client chez qui vous travaillez soit un réel tiers de confiance et que ce mot-là soit pas juste galvaudé. Qui veut parler en premier? Peut-être Christophe, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un et qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu nous as raconté? Je n'ai pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est si vous avez peur de vous lancer en freelance parce que vous avez peur de ne pas trouver de mission ou que vous avez peur de devoir gérer la comptabilité et l'administratif, pour moi, en tout cas de mon expérience, c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Certainement, vous allez faire des erreurs, mais c'est pas grave. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup carrément. Et en tout cas, moi, je regrette pas du tout de m'être lancé là-dedans. Et ah si, j'ai un conseil. Ah, voilà, une grosse erreur que j'ai faite pendant cette année. Quand vous vous lancez en freelance, savoir que quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Donc, vous ne facturez pas le jour que vous ne travaillez pas. Et du coup, moi, je suis passé de janvier à octobre sans prendre aucune vacance. 0 jour, enfin, peut-être quelques jours de vacances par-ci, par-là. Mais je me disais à ce moment-là, bon, ça va, j'ai pas besoin de vacances. Comme ça me permettra de rentrer de l'argent, etc. Et ça a été certainement une très, très grosse erreur. Puisque quand je suis arrivé en octobre, après la rentrée, j'étais complètement épuisé, quoi. Et donc, c'est là où j'ai pris des vacances. Et moi, je vous conseillerais de vous forcer à vous prendre une vingtaine de jours de vacances par an. Je pense que c'est un bon minimum, ouais. D'accord, d'accord. Pas foncer tête baissée et quand même prendre soin de soi un minimum. Ouais. Et c'est pas facile, hein, parce que de se dire on va pas être payé une semaine, on va pas être payé 2 semaines. Mais je pense que je referai plus cette erreur. Il faut créer un fonds de secours, ça vient aussi avec l'expérience. Richard, Karim, un conseil?
Le conseil que je dirais, c'est, j'en ai pas 15, je dis ne pas avoir peur, ne pas se mettre de fausses barrières. C'est-à-dire que souvent, on se crée des barrières qui sont virtuelles en se disant, ouais, mais tu comprends, le CDI, c'est un salaire, c'est une mutuelle de santé, comme je disais, c'est chèque vacances, tout ça, c'est juste un contexte. C'est-à-dire que comme je dis, moi je fais 37 ans d'industrie dans un CDI. Aujourd'hui, je suis consultant expert freelance et en aucun cas je regrette de l'avoir fait. Et si je compare les deux mondes, je dis c'est deux mondes différents et je regrette surtout pas et je ne referai jamais de machine arrière. Donc je crois qu'il faut arriver à passer cette étape de dire bah, ok, je vais dans de l'inconnu, ok, c'est peut-être différent, mais quelque part on ne sait pas ce qu'on crée et c'est la motivation et l'envie et l'énergie que l'on développe qui fera que la différence sera encore plus magique et merveilleuse. Moi, ce que j'ai fait, contrairement à Christophe, c'est que je me suis forcé à poser des congés. C'est-à-dire qu'un bon freelance est quelqu'un qui arrive à apaiser, à reposer, et qui est motivé, et qui n'est pas saturé. Il faut faire attention à ça. Donc, j'aurais tendance à toujours dire attention, quand on se lance dans ce métier-là, on est pris par sa passion parce que c'est son projet, c'est soi-même. On a envie, on ne veut jamais s'arrêter tellement c'est beau et c'est passionnant. Par contre, il faut être vigilant parce que ben, tout ça, c'est de l'énergie, c'est de la fatigue, c'est de la... on a un environnement familial aussi potentiellement. Donc, il faut se poser, il faut prendre soin de soi et des autres. Et même si le projet, ben, on perd un peu de quelques jours, on y retrouve du bénéfice parce que souvent, il est pérenne. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est un peu le conseil que je veux dire, c'est ne pas hésiter. Et les fausses barrières que l'on se crée souvent à l'arrivée, quand on se recule, quand on les regarde à l'arrière, on se dit que ben, elles étaient vraiment très petites par rapport au résultat et à l'excellence qu'on a au quotidien. Ça marche. Amir, tu veux t'exprimer, tu as un conseil. Alors moi, ce que je conseillerais à un freelance qui se lance aujourd'hui, c'est la technique ne fera pas tout. Ce qu'on attendra de vous aussi, c'est d'avoir une vision globale des problématiques, que ce soit au niveau architecte. Je parle dans mon métier, bien évidemment, hein. C'est une Au position niveau de archi... consultant. C'est vraiment une Voilà, position de consultant et de e- conseil. exactement. Vous devez apporter la plus-value et vous devez savoir prioriser vos activités et vos tâches. Et vous devez aussi parfois mettre des coups de pied dans la fourmilière en disant non, là, on ne prend pas le bon chemin et expliquer pourquoi on ne va pas prendre le bon chemin. Et c'est pour ça qu'on vous embauche en fait. C'est pas juste de fournir de la technique, c'est Mm. fournir de la technique et un séquencement qui va apporter de la plus-value. Et surtout, ce que je conseillerais, c'est de ne pas rester dans votre coin. Vous créez des alliés, vous créez un réseau. Donc, si vous êtes en mission chez un client et qu'il y a les commerciaux ou les delivery managers pas loin, bah, savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans leur société, quels sont les projets qui vont arriver ou qui sont en cours, ou s'ils cherchent à recruter aussi des gens actuellement et qu'ils n'arrivent pas à les trouver, et ben que vous pouvez aussi vous positionner. Voilà. Ce qui est très important en fait pour moi, vous devez créer de la confiance. Et la confiance, elle se crée pas juste en étant un bon commercial. C'est un prisme de compétences. C'est du commercial, c'est de la technique, c'est le travail que vous fournissez, c'est les conseils que vous donnez, et c'est aussi prendre le lead sur certains sujets. Si sur certains sujets, il n'y a pas de lead ou que vous sentez que vous avez des consultants ou des architectes qui sont un peu faiblir, il faut aller prendre l'opportunité. Il faut avoir de la confiance. Je ne dis pas qu'il faut avoir de l'excès de confiance et vous survendre, mais par contre, il faut avoir en confiance dans vos capacités. Vous devez inspirer confiance et vous devez vraiment, et c'est hyper important, je pense, ne pas vous survendre. Donc, même quand vous faites un entretien en tant que freelance, vous allez vous survendre peut-être à 10 ou 20%, c'est bien, même si vous n'avez pas les compétences. Ce qui est important, c'est d'appuyer sur vos capacités à raisonner, vos capacités à apprendre et quelle est l'approche que vous allez adopter face à une problématique. C'est le plus important. La compétence technique est une chose, elle répond à un besoin immédiat. Mais Mm. si vous voulez vous inscrire dans la durée, c'est comment vous allez raisonner et quelle plus-value vous allez apporter à votre client. Voilà pour tout. Très bien. Merci beaucoup, Amir. Karim, tu as le mot de la fin. Oh, Un moi, conseil. je vais être succinct, hein. Moi, c'est dans le choix même de ces études, hein, il faut aussi bien analyser le marché parce que c'est une expertise, hein, parfois, hein. C'est le marché qui répond à un besoin, hein. Et vous avez une expertise pour une période limitée. Faut pas être naïf, hein. Et après, il y a d'autres besoins, d'autres technologies, d'autres innovations, d'autres besoins. Donc, vraiment, bien réfléchir à l'expertise qu'on veut développer. Parce qu'il n'est pas dit que dans mon domaine d'activité, le même besoin soit dans 15 ans. Il y aura peut-être un niveau de maturité qui aura que les clients n'auront pas besoin d'autant d'experts aussi pointus. Donc, il faut toujours renouveler et pas hésiter à se former tout au long de sa vie, hein. Je dis les études.
mais se former tout au long de sa vie et vraiment être attentif au marché et aux besoins. Je plus sois, je vais dans ton sens. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, là, un freelance que je connais, avec qui j'avais travaillé en 2017. En 2017, il était très cloud, AWS, etc. Et bien maintenant, depuis, en fait, il a pris le virage de la cybersécurité. Il s'est formé, il a obtenu des accréditations, il a fait des audits ISO 27001, etc. Et il a pris ce virage. Et c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, presque 60, je crois, mais qui a toujours été en évolution perpétuelle dans son métier. Moi, j'ai une dernière chose à apporter. L'autre jour, j'ai discuté avec un freelance qui est architecte cloud AWS. Et en Ouais. fait, comment il s'est lancé en tant que freelance? Alors, il était en CDI. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a passé pas mal. Lui, il était déjà développeur expérimenté. Il a passé pas mal d'entretiens. Et il est allé voir son chef. Il lui a dit, ben voilà, moi, on me propose des contrats en CDI à 15 ans en plus. Donc, ce que je te propose, c'est de rester avec toi, mais de passer freelance. Donc, c'est comme ça C'est aussi que vous faisable, pouvez je le l'ai fait jouer. quand je travaillais en société de service. Un de mes collaborateurs était malheureux comme un pou. Il était, voilà, il était pourtant reconnu, etc. Mais il y avait un truc qui n'allait pas. Et il m'a dit à un moment donné, je veux m'installer freelance. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu viens dans ta freelance, je ne te mets pas sur le même projet, mais par contre, j'en ai peut-être un autre sur lequel on peut discuter. Et du coup, il a continué de travailler avec moi sur un autre sujet en tant que freelance. Mais ce gars-là, il s'est épanoui. Il avait les rênes, il pouvait choisir sa carrière, ses formations. Il n'y avait plus son management qui lui tapait sur la tête. Il m'avait pourtant toujours sur le dos, mais cette personne s'est révélée. Voilà. Et maintenant, il est resté freelance d'ailleurs, toujours. Et c'était juste il y avait un contexte qui le frustrait dans le salariat, alors qu'il était globalement dans le même contexte technique, avec la même chef. Mais bon, j'étais plus sa chef, j'étais sa cliente. Voilà. Et nos rapports ont changé d'ailleurs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. C'était hyper riche. Moi, ça me donne encore une dizaine de sujets de webinaire. Je vous remercie vraiment pour votre temps, pour votre investissement. Vous êtes tous Merci. pertinents et c'était vraiment très sympa. Est-ce que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre? On a des questions, je crois pas, hein? Non. On va devoir de toute façon arrêter parce qu'il est 14 heures. On déborde à chaque fois. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes et le replay sera disponible dès cet après-midi. C'est Rémi qui s'en occupe, que vous ne voyez pas. Au revoir Merci à à tous. vous et À bonne bientôt. fin de journée. Merci. À Bonne bientôt. journée. Au Merci, au revoir. revoir.